Salutations à toi, c'est l'ABC. Aujourd'hui, puisqu'on est lundi, je te propose une hypnose pour dormir où c'est toi qui choisis le thème de celle-ci. Si d'ailleurs tu as une idée, un monde ou un thème, ou un personnage, qui sais-je, que tu rêverais de voir apparaître dans ce genre de vidéo, eh bien, propose-moi ton choix, des idées dans les commentaires. D'ailleurs, avant de commencer, j'aimerais vous remercier par rapport à cette chaîne, par rapport à tous vos messages, vos commentaires de soutien et de l'amour que vous me portez. Merci sincèrement, merci du fond du cœur. J'espère sincèrement que toutes ces vidéos vous apportent le sommeil et de beaux rêves et plein de bonnes choses. Aujourd'hui, je te propose en fait une hypnose entremêlée avec le conte d'Henderson. Oui, parce qu'effectivement, grâce à cette hypnose, tu vas pouvoir dormir et tu vas pouvoir aller à la rencontre de la Reine des Neiges. D'ailleurs, j'ai trouvé cette demande amusante et plutôt inspirante. Étant admiratif de cette histoire, et bien évidemment quand je dis cela, je parle bien entendu du conte de Monsieur Henderson, la Reine des Neiges, l'écrivain original de cette œuvre. Une aventure remplie de beaux messages et surtout prenant les enfants pour de futurs adultes. Alors installe-toi confortablement. Il est temps pour toi de dormir, profondément dormir, mais surtout de commencer ton voyage dans un royaume fantastique, à la rencontre de la Reine des Neiges. Tu n'auras juste que deux choses à faire. La première sera de te laisser aller, laisser aller. Et la meilleure façon de se laisser aller, eh bien, c'est de s'oublier, ou plutôt de faire en sorte de se trouver, de se retrouver dans cet état entre l'inconscient et le conscient et l'inconscient. De temps en temps, il t'arrive d'être ainsi quand tu es plongé dans tes pensées alors que tu as les yeux ouverts. Tu es dans cet état hypnotique, si je puis l'appeler ainsi. Là, ici, mais ailleurs en même temps. Tu voyages déjà. C'est ce qui va se passer à plusieurs reprises lors de cette écoute. C'est peut-être même déjà arrivé. Tu es peut-être déjà même en train de voguer entre l'inconscient et le conscient et l'inconscient. Et peut-être même que tu écoutes sans écouter la musique, ma voix, toutes ces choses qui t'intéressent. Et bien évidemment, la deuxième chose que tu vas devoir faire, et que tu fais déjà inconsciemment, c'est de respirer profondément, plus lentement. Ainsi, le calme s'emparera de toi. Ainsi, le calme s'est déjà emparé de toi. Ce calme qui est essentiel pour bien dormir. Dormir bien. Ce calme qui est essentiel. L'apaisement du corps, l'apaisement de l'esprit pour dormir bien, bien dormir. Ce calme est venu tel un souffle de givre, tel un souffle glacé, te caressant la nuque tout doucement et sereinement. Un souffle venant de cette tour que tu connais tant, cette tour de glace éternelle, là où réside, comme tu le sais, celle que l'on appelle la Reine des Neiges. Nous ne connaissons que très peu de choses sur elle,
puisque peu de personnes ont osé lui rendre visite. Toi, toi, tu es là pour ça. Tu es là pour la rencontrer quelque part. Et quelque part, tu oses le vouloir. Tu oses y aller puisque tu as du courage. Tu as du courage. Puisque la curiosité te pousse à aller la voir, à y aller, y aller. Elle, qui est apparemment si belle et si blanche, vêtue de sa longue robe de glace et de cristaux magiques. Il émane comme une légère fumée de froid qui s'engouffre dans sa chevelure blonde, blanche et saupoudrée de poussière de fée. Il paraît qu'elle paraît si froide, mais pourtant elle a l'air si chaude à la fois, si rustre, mais pourtant si calme, si apaisée, si sereine, un peu comme ton état actuel. Calme, apaisé, serein, apaisé, calme et serein. Elle s'approche de toi lentement et tu te sens bien, tu te sens en sécurité, tellement bien, encore une fois, tellement bien. Elle n'est qu'à quelques centimètres et tu sens son aura, sa force, sa puissance qu'elle partage bien volontiers avec toi. Oui, cette magie de ressentir alors qu'il n'y a aucun toucher. Elle est si chaleureuse, cette reine, très loin de ce que tu as pu entendre d'elle. Elle est si parfaite, si impressionnante. Elle aurait pu être surnommée la reine de la douceur, tellement sa peau a l'air d'une douceur exquise. Tous les éléments se reflètent sur cette peau. On a l'impression qu'une fine armure de douce glace protège la moindre parcelle de son corps blanchâtre. Elle te prend dans ses bras pour te faire comprendre qu'elle est là pour te faire du bien, pour te dorloter, pour t'emmener dans le royaume des rêves. Étonnamment, tu y es bien. Tu as l'impression d'être dans une couverture très confortable, très confortable. Une couverture très confortable. Elle ne te dit rien, mais pourtant tu ressens toute sa sympathie, tout cet amour qu'elle te porte. Puis, que c'est dans sa nature. C'est dans sa nature, elle l'aime, c'est tout. Tout ceci se partage en toi. Et tu es de plus en plus en train de t'engouffrer dans cet état que tu aimes tant. Oui, un état qui est presque indescriptible. Tellement tu es bien. Cet état entre le conscient et l'inconscient. Ce monde que toi seul peux voir. Ce monde si magique, là où tout peut prendre vie. Ce monde qui vacille entre le vrai, réel et le sommeil, presque sommeil. Le sommeil qui est de plus en plus là. Tu te sens vouloir dormir, dormir, dormir dans ses bras, puisque tu es tellement bien dans ses bras. Tu es tellement bien dans ses bras, c'est si chaleureux. La reine est là pour toi, la douce reine est là,
première histoire qui traite d'un miroir et de ses morceaux. Voilà, nous commençons. Lorsque nous serons à la fin de l'histoire, nous en saurons plus que maintenant, car c'était un bien méchant sorcier, un des plus mauvais, le diable en personne. Un jour, il était de fort bonne humeur. Il avait fabriqué un miroir dont la particularité était que le bien et le beau, en s'y réfléchissant, se réduisait à presque rien, mais que tout ce qui ne valait rien, tout ce qui était mauvais, apparaissait nettement et empirait encore. Les plus beaux paysages y devenaient des épinards cuits, et les plus jolies personnes y semblaient laides à faire peur, ou bien elles se tenaient sur la tête et n'avaient pas de ventre. Les visages étaient si déformés qu'ils n'étaient pas reconnaissables. Et si l'on avait une tache de rousseur, c'est toute la figure, le nez, la bouche, qui était criblée de sons. Le diable trouvait ça très amusant. Lorsqu'une pensée bonne et pieuse passait dans le cerveau d'un homme, la glace ricanait et le sorcier riait de sa prodigieuse invention. Tous ceux qui allaient à l'école des sorciers, car il avait créé une école de sorciers, racontaient à la ronde que c'était un miracle qu'il avait accompli là. Pour la première fois, disait-il, on voyait comment la terre et les êtres humains étaient réellement. Ils couraient de tous côtés avec leurs miroirs, et bientôt il n'y eut pas un pays, pas une personne, qui n'eût été déformée là-dedans. Alors, ces apprentis sorciers voulurent voler vers le ciel lui-même, pour se moquer aussi des anges et de notre Seigneur. Plus ils volaient haut vers le miroir, plus ils ricanaient. C'est à peine s'ils pouvaient le tenir, et ils volaient de plus en plus haut, de plus en plus près de Dieu et des anges. Alors, le miroir se mit à trembler si fort dans leurs mains qu'il leur échappa et tomba d'une chute vertigineuse sur la terre, où il se brisa en 1000 morceaux. Que dis-je, en des millions, des milliards de morceaux. Et alors, ce miroir devint encore plus dangereux qu'auparavant. Certains morceaux, n'étant pas plus grands qu'un grain de sable, voltigeaient à travers le monde, et si par malheur quelqu'un les recevait dans l'œil, le pauvre accidenté voyait les choses tout de travers, ou bien ne voyait que ce qu'il y avait de mauvais en chaque chose, le plus petit morceau du miroir ayant conservé le même pouvoir que le miroir tout entier. Quelques personnes eurent même la malchance qu'un petit éclat leur sautât dans le cœur, et alors, c'était affreux, leur cœur devenait un bloc de glace. D'autres morceaux étaient au contraire si grands qu'on les employait pour faire des vitres, et il n'était pas bon dans ce cas de regarder ses amis à travers elles. D'autres petits bouts servirent à faire des lunettes. Alors tout allait encore plus mal. Si quelqu'un les mettait pour bien voir et juger d'une chose en toute équité, le malin riait à s'en faire éclater la ventre, ce qui le chatouillait agréablement. Mais ce n'était pas fini comme ça. Dans l'air volaient encore quelques parcelles du miroir. Écoutez plutôt. Deuxième histoire. Un petit garçon
et une petite fille. Dans une grande ville, où il y avait tant de maisons et tant de monde qu'il ne restait pas assez de place pour que chaque famille puisse avoir son petit jardin, 2 enfants pauvres avaient un petit jardin. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Leurs parents habitaient juste en face les uns des autres, là où le toit d'une maison touchait presque le toit de l'autre, séparés seulement par les gouttières. Une petite fenêtre s'ouvrait dans chaque maison. Il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'un logement à l'autre. Les familles avaient chacune devant sa fenêtre une grande caisse où poussaient des arbres potagères dont elles se servaient dans la cuisine. Et dans chaque caisse poussait aussi un rosier qui se développait admirablement. Un jour, les parents eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières, de sorte qu'elles se rejoignaient presque d'une fenêtre à l'autre et formaient un jardin miniature. Les tiges de bois pendaient autour des caisses et les branches des rosiers grimpaient autour des fenêtres, se penchaient les unes vers les autres, un vrai petit arc de triomphe de verdure et de fleurs. Comme les caisses étaient placées très haut, les enfants savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y grimper seuls. Mais on leur permettait souvent d'aller l'un vers l'autre, de s'asseoir chacun sur leur petit tabouret sous les roses, et ils ne jouaient nulle part mieux que là. L'hiver, ce plaisir-là était fini. Les vitres étaient couvertes de givre, mais alors chaque enfant faisait chauffer sur le poêle une pièce de cuivre et la plaçait un instant sur la vitre gelée. Il se formait un petit trou tout rond à travers lequel épiait à chaque fenêtre un petit œil très doux, celui d'un petit garçon. D'un côté, celui de la petite fille, de l'autre. Lui s'appelait Caille et elle, Gerda. L'été, ils pouvaient d'un bond venir l'un chez l'autre. L'hiver, il fallait d'abord descendre les nombreux étages d'un côté et les remonter ensuite de l'autre. Dehors, la neige tourbillonnait. « Ce sont les abeilles qui papillonnent, disent la grand-mère. »« Est-ce qu'elles ont aussi une reine ?» demanda le petit garçon. « Bien sûr, dit la grand-mère. Elle vole là où les abeilles sont les plus serrées. C'est la plus grande de toutes, et elle ne reste jamais sur terre. Elle remonte dans les nuages noirs. »« Nous avons vu ça bien souvent, dirent les enfants, et ainsi ils surent que c'était vrai. « Est-ce que la Reine des Neiges peut entrer ici ?» demanda la petite fille. « Elle n'a qu'à venir, dit le petit garçon. Je la mettrai sur le poêle brûlant, et elle fondra aussitôt. » Le soir, le petit Caille, à moitié déshabillé, grimpa sur une chaise près de la fenêtre et regarda par le trou d'observation. Quelques flocons de neige tombaient au dehors, et l'un de ceux-ci, le plus grand, atterrit sur le rebord d'une des caisses de fleurs. Ce flocon grandit peu à peu et finit par devenir une dame vêtue du plus fin voile blanc, fait de millions de flocons en forme d'étoiles. Elle était belle, si belle, faite de glace aveuglante et scintillante, et cependant vivante. Ses yeux étincelaient comme 2 étoiles, mais il n'y avait en eux ni calme ni repos. Elle fit vers la fenêtre un signe de la tête et de la main. Le petit garçon, tout effrayé, sauta à bas de la chaise. Il lui sembla alors qu'un grand oiseau,
lendemain fut un jour de froid clair, puis vint le dégel et le printemps. Cet été-là, les roses fleurirent magnifiquement. Gerda avait appris un psaume où l'on parlait des roses. Cela lui faisait penser à ses propres roses, et elle chanta cet air au petit garçon qui lui-même chanta avec elle. Les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler. Les deux enfants se tenaient par la main. Ils baisaient les roses, admiraient les clairs rayons du soleil de Dieu et leur parlaient comme si Jésus était là. Quel beau jour d'été où il était si agréable d'être dehors, sous les frais rosiers qui semblaient ne vouloir jamais cesser de donner des fleurs. Kai et Gerda étaient assis à regarder le livre d'images plein de bêtes et d'oiseaux. L'horloge sonnait 5 heures à la tour de l'église. Quand brusquement, Kai s'écria « Aïe, quelque chose m'a piqué au cœur et une poussière m'est entrée dans l'œil. » La petite le prit par le cou. Il cligna des yeux. Non, on ne voyait rien. « Je crois que c'est parti, » dit-il. Mais ce ne l'était pas du tout. C'était un de ces éclats du miroir ensorcelé dont nous nous souvenons. Cet affreux miroir qui faisait que tout ce qui était grand et beau réfléchissait en lui, devenait petit et laid, tandis que le mal et le vil, le défaut, le moindre chose prenaient une importance et une netteté accrue. Le pauvre Kai avait aussi reçu un éclat juste dans le cœur, qui serait bientôt froid comme un bloc de glace. Il ne sentait aucune douleur, mais le mal était fait. « Pourquoi pleures-tu » cria-t-il. « Tu es laide quand tu pleures. Est-ce que je me plains de quelque chose ? Oh, cette rose est dévorée par un ver. Et regarde celle-là, qui pousse toute travers. Au fond, ces roses sont vraiment très laides. » Il donnait des coups de pied dans la caisse et arracha les roses. « Kai, qu'est-ce que tu fais » cria la petite. Et lorsqu'il vit son effroi, il arracha encore une rose et rentra vite par sa fenêtre, laissant là la charmante petite Gerda. Quand par la suite elle apportait le livre d'images, il déclarait qu'il était tout juste bon pour les bébés. Et si grand-mère gentiment racontait des histoires, il avait toujours à redire. Parfois il marchait derrière elle, mettait des lunettes et imitait, à la perfection du reste, sa manière de parler. Les gens riaient. Bientôt, il commença à parler et à marcher comme tous les gens de sa rue, pour se moquer d'eux. On se mit à dire « Il est intelligent ce garçon-là », mais c'était la poussière du miroir qu'il avait reçu dans l'œil, l'éclat qui s'était fiché dans son cœur qui était la cause de sa transformation et de ce qu'il taquinait la petite Gerda, laquelle l'aimait de toute son âme. Ses jeux changèrent complètement. Ils devinrent beaucoup plus réfléchis. Un jour, comme la neige tourbillonnait au dehors, il apporta une grande loupe, étala sa veste bleue et laissa la neige tomber dessus. « Regarde dans la loupe, Gerda, » dit-il. Chaque flocon devenait immense et ressemblait à une fleur splendide ou à une étoile à 10 côtés. Comme c'est curieux, bien plus intéressant qu'une véritable fleur. Ici, il n'y a aucun défaut. Ce seraient des fleurs parfaites si elles ne fondaient pas. Peu après, Kai arriva portant de gros gants. Il avait son traîneau sur le dos. Il cria aux oreilles de Gerda. « J'ai la permission de faire du traîneau sur la grande place où les autres jouent. » Et le voilà parti. Sur la place,
Les garçons les plus hardis attachaient souvent leur traîneau à la voiture d'un paysan et se faisaient ainsi traîner un bon bout de temps. C'était très amusant. Au milieu du jeu, ce jour-là, arriva un grand traîneau peint en blanc, dans lequel était assise une personne enveloppée d'un manteau de fourrure. Au milieu du jeu, ce jour-là, arriva un grand traîneau peint en blanc, dans lequel était assise une personne enveloppée d'un manteau de fourrure blanc avec un bonnet blanc également. Ce traîneau fit 2 fois le tour de la place, et Caï put y accrocher rapidement son petit traîneau. Dans la rue suivante, ils allaient de plus en plus vite. La personne qui conduisait tournait la tête, faisait un signe amical à Caï comme si elle le connaissait. Chaque fois que Caï voulait détacher son petit traîneau, cette personne faisait un signe et Caï ne bougeait plus. Ils furent bientôt aux portes de la ville. Les dépassèrent même. Alors, la neige se mit à tomber si fort que le petit garçon ne voyait plus rien devant lui. Dans cette course folle, il saisit la corde qui l'attachait au grand traîneau pour se dégager. Mais rien n'y fit. Son petit traîneau était solidement fixé et maintenait un train d'enfer derrière le grand. Alors, il se mit à crier très fort, mais personne ne l'entendit. La neige le cinglait, le traîneau volait. Parfois, il faisait un bond comme s'il sautait par-dessus des fossés et des mottes de terre. Caï était épouvanté. Il voulait dire sa prière et seule sa table de multiplication lui venait à l'esprit. Les flocons de neige devenaient de plus en plus grands. À la fin, on eût dit de véritables maisons blanches. Le grand traîneau fit un écart, puis s'arrêta, et la personne qui le conduisait se leva. Son manteau et son bonnet n'étaient faits que de neige, et elle était une dame si grande et si mince, étincelante, la reine des neiges. « Nous en avons fait du chemin, dit-elle, mais tu es glacé. Viens dans ma peau d'ours. » Elle le prit près d'elle dans le grand traîneau, l'enveloppa du manteau. Il semblait à l'enfant tomber dans des gouffres de neige. « As-tu encore froid ?» demanda-t-elle en l'embrassant sur le front. Son baiser était plus glacé que la glace et lui pénétra jusqu'au cœur déjà à demi glacé. Il crut mourir, un instant seulement. Après, il se sentit bien. Il ne remarquait plus le froid. « Mon traîneau, n'oublie pas mon traîneau. C'est la dernière chose dont se souvint le petit garçon. » Le traîneau fut attaché à une poule blanche qui vola derrière eux en le portant sur son dos. La reine des neiges posa encore une fois un baiser sur le front de Caï. Alors, il sombra dans l'oubli total. Il avait oublié Gerda, la grand-mère et tout le monde à la maison. « Tu n'auras pas d'autre baiser, dit-elle, car tu en mourrais. » Caï la regarda. Qu'elle était belle. Il ne pouvait s'imaginer visage plus intelligent, plus charmant. Elle ne lui semblait plus du tout de glace comme le jour où il l'avait aperçue dans la fenêtre, et elle lui avait fait des signes d'amitié. À ses yeux, elle était aujourd'hui la perfection. Il n'avait plus du tout peur. Il lui raconta qu'il savait calculer de tête, même avec des chiffres décimaux, qu'il connaissait la superficie du pays et le nombre de ses habitants. Elle lui souriait. Alors, il sembla à l'enfant qu'il ne savait au fond que peu de choses, et ses yeux s'élevèrent vers l'immensité de l'espace. La reine l'entraînait de plus en plus haut. Ils volèrent par-dessus les forêts,
les océans et les jardins et les pays. Au-dessus d'eux, le vent glacé sifflait, les loups hurlaient, la neige étincelait, les corbeaux croissaient, mais tout en haut brillait la lune, si grande et si claire. Au matin, il dormait au pied de la reine des neiges. Troisième histoire, le jardin de la magicienne. Mais que disait la petite Gerda maintenant que Kai n'était plus là? Où était-il? Personne ne le savait. Personne ne pouvait expliquer sa disparition. Les garçons savaient seulement qu'ils l'avaient vu attacher son petit traîneau à un autre, très grand, qui avait tourné dans la rue et était sorti de la ville. Nul ne savait où il était. On versa des larmes. La petite Gerda pleura beaucoup et longtemps. Ensuite, on dit qu'il était mort, qu'il était tombé dans la rivière coulant près de la ville. Les jours de cet hiver-là furent longs et sombres. Enfin vinrent le printemps et le soleil. Kai est mort et disparu, disait la petite Gerda. Nous ne le croyons pas, répondaient les rayons du soleil. Il est mort et disparu, dit-elle aux hirondelles. Nous ne le croyons pas, répondait-elle. À la fin, la petite Gerda ne le croyait plus non plus. Je vais mettre mes nouveaux souliers rouges, dit-elle un matin, ceux que Kai n'avait jamais vus, et je vais aller jusqu'à la rivière l'interroger. Il était de bonne heure. Elle embrassa sa grand-mère qui dormait, mit ses souliers rouges et toute seule sortit par la porte de la ville, vers le fleuve. Est-il vrai que tu m'as pris mon petit camarade de jeu? Je te ferai cadeau de mes souliers rouges si tu me le rends. Il lui sembla que les vagues lui faisaient signe. Alors, elle enleva ses souliers rouges, ceux auxquels elle tenait le plus, et les jeta tous les deux dans l'eau. Mais ils tombèrent tout près du bord, et les vagues les repoussèrent tout de suite vers elle, comme si la rivière ne voulait pas les accepter, puisqu'elle n'avait pas pris le petit Kai. Gerda crut qu'elle n'avait pas lancé les souliers assez loin. Alors, elle grimpa dans un bateau qui était là entre les roseaux. Elle alla jusqu'au bout du bateau et jeta de nouveau ses souliers dans l'eau. Par malheur, le bateau n'était pas attaché, et dans le mouvement qu'elle fit, il s'éloigna de la rive. Elle s'en aperçut aussitôt et voulut retourner à terre. Mais avant qu'elle n'y eût réussi, il était déjà loin sur l'eau, et il s'éloignait de plus en plus vite. Alors, la petite Gerda fut prise d'une grande frayeur et se mit à pleurer. Mais personne ne pouvait l'entendre, excepté les moineaux, et ils ne pouvaient pas la porter. Ils volaient seulement le long de la rivière, en chantant comme pour la consoler. « Nous voici, nous voici !» Le bateau s'en allait à la dérive. La pauvre petite était là, tout immobile sur ses pas. Les petits souliers rouges flottaient derrière, mais ne pouvaient atteindre la barque qui allait plus vite. Peut-être la rivière va-t-elle m'emporter auprès de Kai, pensa Gerda en reprenant courage. Elle se leva et durant des heures admira la beauté des rives verdoyantes. Elle arriva ainsi à un grand champ de cerisiers où se trouvait une petite maison avec de drôles de fenêtres rouges et bleues et un toit de chaume. Devant elle, 2 soldats de bois présentaient les armes à ceux qui passaient.
Gerda les appela, croyant qu'ils étaient vivants, mais naturellement ils ne répondirent pas. Elle les approcha de tout près et le flot poussa la barque droit vers la terre. Gerda appela encore plus fort. Alors sortit de la maison une vieille femme qui s'appuyait sur un bâton à crochet. Elle portait un grand chapeau de soleil orné de ravissantes fleurs peintes. Pauvre petit enfant, dit la vieille, comment es-tu venue sur ce fort courant qui t'emporte loin dans le vaste monde? La vieille femme entra dans l'eau, accrocha le bateau avec le crochet de son bâton, le tira à la rive et en fit sortir la petite fille. Gerda était bien contente de toucher le sol sec, mais un peu effrayée par cette vieille femme inconnue. Viens me raconter qui tu es et comment tu es ici, dit-elle. La petite lui expliqua tout, et la vieille branlait la tête en faisant « hum, hum ». Et comme Gerda, lui ayant tout dit, lui demandait si elle n'avait pas vu le petit Caille, la femme lui répondit qu'il n'était pas passé encore, mais qu'il allait sans doute venir, qu'il ne fallait en tout cas pas qu'elle s'en attriste, mais qu'elle entregoûtait ses confitures de cerises, admirait ses fleurs plus belles que celles d'un livre d'images. Chacune d'elles savait raconter une histoire. Alors, elle prit Gerda par la main et elles entrèrent dans la petite maison, dont la vieille femme ferma la porte. Les fenêtres étaient situées très haut et les vitres en étaient rouges, bleues et jaunes. La lumière du jour y prenait des teintes étranges, mais sur la table, il y avait de délicieuses cerises. Gerda en mangea autant qu'il lui plut. Tandis qu'elle mangeait, la vieille peignait sa chevelure avec un peigne d'or, et ses cheveux blonds bouclaient et brillaient autour de son aimable petit visage, tout rond, semblable à une rose. J'avais tant envie d'avoir une si jolie petite fille, dit la vieille. Tu vas voir comme nous allons bien nous entendre. À mesure qu'elle peignait les cheveux de Gerda, la petite oubliait de plus en plus son camarade de jeu, car la vieille était une magicienne. Mais pas une méchante sorcière. Elle s'occupait un peu de magie, comme ça, seulement pour son plaisir personnel, et elle avait très envie de garder la petite auprès d'elle. C'est pourquoi elle sortit dans le jardin, tendit sa canne accrochée vers tous les rosiers, et quoique cherchait des fleurs les plus ravissantes, ils disparurent dans la terre noire. On ne voyait même plus où ils avaient été. La vieille femme avait peur que Gerda, en voyant les roses, ne vînt à se souvenir de son rosier à elle, de son petit camarade Caille, et qu'elle ne s'enfuit. Ensuite, elle conduisit Gerda dans le jardin fleuri. Oh, quel parfum délicieux! Toutes les fleurs et les fleurs de toutes les saisons étaient là, dans leur plus belle floraison. Nul livre d'images n'aurait pu être plus varié et plus beau. Gerda sauta de plaisir et joua jusqu'au moment où le soleil descendit derrière les grands cerisiers. Alors, on la mit dans un lit délicieux, garni d'édredons de soie rouge, bourré de violettes bleues. Et elle dormit et rêva comme une princesse au jour de ses noces. Le lendemain, elle joua encore parmi les fleurs dans le soleil, et les jours passèrent. Gerda connaissait toutes les fleurs par leur nom,
Un jour, elle était là, assise, et regardait le chapeau de soleil de la vieille femme avec les fleurs peintes, où justement la plus belle fleur était une rose. La sorcière avait tout à fait oublié de la faire disparaître de son chapeau au même moment qu'elle faisait descendre dans la terre les vraies roses. On ne pense jamais à tout. Comment? S'écria Gerda. Il n'y a pas une seule rose ici. Elle sauta au milieu de tous les parterres, chercha et chercha, mais n'en trouva aucune. Alors elle s'assit sur le sol et pleura. Mais ses chaudes larmes tombèrent précisément à un endroit où un rosier s'était enfoncé. Et lorsque les larmes mouillèrent la terre, l'arbre reparut soudain plus magnifiquement fleuri qu'auparavant. Gerda l'entoura de ses bras et pensa tout d'un coup à ses propres roses de chez elle et à son petit ami, Caille. « Oh, comme on m'a retardée, dit la petite fille, et je devais chercher Caille. Ne savez-vous pas où il est ? Demanda-t-elle aux roses. Croyez-vous vraiment qu'il soit mort et disparu ? Non, il n'est pas mort, répondirent les roses. Nous avons été sous la terre, tous les morts y sont, et Caille n'y était pas. Merci, merci à vous, dit Gerda, allant vers les autres fleurs. Elle regarda dans leur calice en demandant « Ne savez-vous pas où se trouve le petit Caille ?» Mais chaque fleur debout au soleil rêvait sa propre histoire. Gerda en entendit tant et tant, aucune ne parlait de Caille. Mais que disait donc le lys rouge ? Entends-tu le tambour ? Boum, boum. 2 notes seulement. Boum, boum. Écoute le chant de deuil des femmes, l'appel du prêtre. Dans son long sari rouge, la femme hindoue est debout sur le bûcher. Les flammes montent autour d'elle et de son époux défunt. Mais la femme hindoue pense à l'homme qui est vivant dans la foule autour d'elle, à celui dont les yeux brûlent, plus ardents que les flammes, celui dont le regard touche son cœur, plus que cet incendie qui bientôt réduira son corps en cendres. La flamme du cœur peut-elle mourir dans les flammes du bûcher ? Je n'y comprends rien du tout, dit la petite Gerda. C'est là mon histoire, dit le lys rouge. Et que disait le liseron ? Là-bas, au bout de l'étroit sentier de montagne, est suspendu un vieux cassel. Le lierre épais pousse sur les murs rongés, feuille contre feuille, jusqu'au balcon où se tient une ravissante jeune fille. Elle se penche sur la balustrade et regarde au loin sur le chemin. Aucune rose dans le branchage n'est plus fraîche que cette jeune fille. Aucune fleur de pommier que le vent arrache à l'arbre et en emporte au loin n'est plus légère. Dans le froufrou de sa robe de soie, elle s'agite. Ne vient-il pas ? Est-ce de Caille dont tu parles ? Demanda Gerda. Je ne parle que de ma propre histoire, de mon rêve, répondit le liseron. Mais que dit le petit Perce-Neige ? Dans les arbres, cette longue planche, suspendue par 2 cordes, c'est une balançoire. 2 délicieuses petites filles, les robes sont blanches, de longs rubans verts flottent, et leurs chapeaux. Ils sont assises et se balancent. Le frère, plus grand qu'elle, se met debout sur la balançoire. Il passe un bras autour de la corde pour se tenir. Il tient d'une main une petite coupe, de l'autre une pipe d'écume. Et il fait des bulles de savon. La balançoire va et vient, les bulles de savon aux teintes irisées s'envolent. La dernière tient encore à la pipe et se penche dans la brise. La balançoire va et vient, le petit chien noir, aussi léger que les bulles de savon, se dresse sur ses pattes de derrière et veut aussi monter.
mais la balançoire vole. Le chien tombe, il aboie. Il est furieux, on rit de lui. Et puis il éclate. Voilà. Une planche qui se balance, une écume qui se brise. Voilà ma chanson. C'est peut-être très joli ce que tu dis là, mais tu le dis tristement. Et tu ne parles pas de Caille. Que dit la Jacinthe? Il y avait 3 sœurs délicieuses, transparentes et délicates. La robe de la première était rouge, celle de la seconde bleue, celle de la troisième toute blanche. Elle dansait en se tenant par la main près du lac, si calme, au clair de lune. Elle n'était pas fille des elfes, mais bien enfant des hommes. L'air embaumait d'un exquis parfum, les jeunes filles disparurent dans la forêt. Le parfum devenait de plus en plus fort. 3 cercueils où étaient couchées les ravissantes filles glissaient d'un fourré de la forêt dans le lac. Les vers luisants volaient autour comme de petites lumières flottantes. Dormaient-elles, ces belles filles? Étaient-elles mortes? Le parfum des fleurs dit qu'elles sont mortes. Les cloches sonnent pour les défuntes. Tu me rends malheureuse, dit la petite Gerda. Tu as un si fort parfum qui me fait penser à ces pauvres petites filles. Hélas, le petit Caille est-il vraiment mort? Les roses qui ont été sous la terre me disent que non. Ding dong sonnèrent les clochettes des Jacinthes. Nous ne sonnons pas pour le petit Caille, nous ne le connaissons pas. Nous chantons notre chanson, c'est la seule que nous sachions. Gerda se tourna alors vers le bouton d'or qui brillait parmi les feuilles vertes luisantes. « Tu es un vrai petit soleil, lui dit Gerda. Dis-moi si tu sais où je trouverai mon camarade de jeu. » Le bouton d'or brillait tant qu'il pouvait et regardait aussi la petite fille. Mais quelle chanson savait-il? On n'y parlait pas non plus de Caille. Dans une petite ferme, le soleil brillait. Au premier jour du printemps, ses rayons frappaient le bas du mur blanc du voisin, et tout près poussaient les premières fleurs jaunes, or lumineux dans ses chauds rayons. Grand-mère était assise derrière dans son fauteuil. Sa petite fille, la pauvre et jolie servante, rentrait d'une courte visite. Elle embrassa la grand-mère. Il y avait de l'or du cœur dans ce baiser béni, de l'or sur les lèvres, de l'or au fond de l'être, de l'or dans les claires heures du matin. Voilà ma petite histoire, dit le bouton d'or. Ma pauvre vieille grand-mère, soupira Gerda. Elle me regrette sûrement, et elle s'inquiète comme elle s'inquiétait pour Caille. Mais je rentrerai bientôt, et je ramènerai Caille. Cela ne sert à rien que j'interroge les fleurs, elles ne connaissent que leurs propres chansons. Elles ne savent pas me renseigner. Elle retroussa sa petite robe pour pouvoir courir plus vite. Mais le narcisse lui fit un croc en jambe au moment où elle sautait par-dessus lui. Alors elle s'arrêta, regarda la haute plante et demanda « Sais-tu par hasard quelque chose ?» Elle se pencha très bas pour être très près de lui. Et que dit-il? « Je me vois moi-même, je me vois moi-même. Oh oh, quel parfum je répands! Là-haut, dans la mansarde, à demi vêtue, se tient une petite danseuse, tantôt sur une jambe, tantôt sur les deux. Elle envoie promener le monde entier de son pied. Au fond, elle n'est qu'une illusion visuelle, pure imagination. Elle verse l'eau de la théière sur un morceau d'étoffe qu'elle tient à la main. C'est son corselet. La propreté est une bonne chose. La robe blanche est suspendue à la patère. Elle a aussi été lavée dans la théière et séchée sur le toit. Elle met la robe et un fichu jaune safran autour du cou pour que la robe paraisse plus blanche. La jambe en l'air, dressée sur une longue tige,
c'est moi. Je me vois moi-même. Mais je m'en moque, cria Gerda. Pourquoi me raconter cela? Elle courut au bout du jardin. La porte était fermée, mais elle remua la charnière rouillée qui céda. La porte s'ouvrit. Alors, la petite Gerda, sans chaussures, s'élança sur ses pas dans le monde. Elle se retourna 3 fois, mais personne ne la suivait. À la fin, lasse de courir, elle s'assit sur une grande pierre. Lorsqu'elle regarda autour d'elle, elle vit que l'été était passé. On était très avancé dans l'automne, ce qu'on ne remarquait pas du tout dans le jardin enchanté, où il y avait toujours du soleil et toutes les fleurs de toutes les saisons. Mon Dieu, que j'ai perdu de temps, s'écria la petite Gerda. Voilà que nous sommes en automne. Je n'ai pas le droit de me reposer. Elle se leva et repartit. Comme ses petits pieds étaient endoloris et fatigués. Autour d'elle, tout était froid et hostile. Les longues feuilles du saule étaient toutes jaunes, et le brouillard s'égouttait d'elle. Une feuille après l'autre tombait à terre. Seul le prunier avait des fruits âcres à vous en resserrer toutes les gencives. Oh, que tout est gris et lourd dans le vaste monde. 4e histoire. Prince et princesse. Encore une fois, Gerda dut se reposer. Elle s'assit. Alors, sur la neige, une corneille sautilla auprès d'elle. Une grande corneille qui la regardait depuis un bon moment en secouant la tête. Elle fit « Croix, croix, bonjour, bonjour ». Elle ne savait dire mieux, mais avait d'excellentes intentions. Elle demanda à la petite fille où elle allait ainsi, toute seule, à travers le monde. Le mot « seul », Gerda le comprit fort bien. Elle sentait mieux que quiconque tout ce qu'il pouvait contenir. Elle raconta toute sa vie à la corneille et lui demanda si elle n'avait pas vu Caille. La corneille hochait la tête et semblait réfléchir. Mais peut-être bien, ça se peut. Vraiment, tu le crois, cria la petite fille. Elle aurait presque tué la corneille tant elle l'embrassait. Doucement, doucement, fit la corneille. Je crois que ce pourrait bien être Caille, mais il t'a sans doute oublié pour la princesse. Est-ce qu'il habite chez une princesse? Demanda Gerda. Oui, écoute, mais je m'exprime si mal dans ta langue. Si tu comprenais le parler des corneilles, ce me serait plus facile. Non, ça, je ne l'ai pas appris, dit Gerda. Mais grand-mère le savait. Elle savait tout. Si seulement je l'avais appris. Ça ne fait rien. Je raconterai comme je pourrais. Très mal, sûrement. Et elle se mit à raconter. Dans ce royaume où nous sommes, habite une princesse d'une intelligence extraordinaire. L'autre jour qu'elle était assise sur le trône, ce n'est pas si amusant d'après ce qu'on dit, elle se mit à fredonner. Pourquoi ne pas me marier? Tiens, ça me donne une idée, s'écria-t-elle. Et elle eut envie de se marier. Mais elle voulait un mari capable de répondre avec esprit quand on lui parlait de toutes choses. Chaque mot que je dis est la pure vérité, s'interrompit la corneille. J'ai une fiancée qui est apprivoisée et se promène librement dans le château. C'est elle qui m'a tout raconté. Sa fiancée était naturellement aussi une corneille, car une corneille mâle cherche toujours une fiancée de son espèce. Tout de suite, les journaux parurent avec une bordure de cœur et l'initiale de la princesse. On y lisait que tout jeune homme de bonne apparence pouvait monter au château et parler à la princesse. Et celui qui parlerait de façon que l'on comprenne tout de suite qu'il était bien à sa place dans un château
que celui enfin qui parlerait le mieux, la princesse le prendrait pour époux. Oui, oui, tu peux m'en croire, c'est aussi vrai que me voilà, dit la corneille. Les gens accouraient, quelle foule, quelle presse, mais sans succès le premier ni le second jour. Ils parlaient tous très facilement dans la rue, mais quand ils avaient dépassé les grilles du palais, vu les gardes en uniforme brodés d'argent, les laquais en livrée d'or sur les escaliers et les grands salons illuminés, ils étaient tous tout déconcertés. Ils se tenaient devant le trône où la princesse était assise et ne savaient que dire, sinon répéter le dernier mot qu'elle avait prononcé, et ça, elle ne se souciait nullement de l'entendre répéter. On aurait dit que tous ces prétendants étaient tombés en léthargie, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dehors, dans la rue, où ils retrouvaient la parole. Il n'y avait que depuis les portes de la ville jusqu'au château, affirma la corneille. Quand ils arrivaient au château, on ne leur offrait même pas un verre d'eau. Les plus avisés avaient bien apporté des tartines, mais ils ne partageaient pas avec leurs voisins. Ils pensaient, s'il a l'air affamé, la princesse ne le prendra pas. Mais Caille, mon petit Caille, quand m'en parleras-tu? Est-il parmi tous ces gens-là? Patience, patience, nous y sommes. Le 3e jour arriva, un petit personnage sans cheval ni voiture. Il monta d'un pas décidé jusqu'au château, ses yeux brillaient comme les tiens. Il avait de beaux cheveux longs, mais ses vêtements étaient bien pauvres. C'était Caille, jubila Gerda. Enfin, je l'ai trouvé. Et elle battit des mains. Il avait un petit sac sur le dos, dit la corneille. Non, c'était sûrement son traîneau, dit Gerda. Il était parti avec. Possible, répondit la corneille. Je n'y ai pas regardé de si près, mais ma fiancée, apprivoisée, me dit que lorsqu'il entra par le grand portail, il vit les gardes en uniforme brodé d'argent, les laquais des escaliers vêtus d'or, et il ne fut pas du tout intimidé. Il les salua, disant « Comme ce doit être ennuyeux de rester sur l'escalier, j'aime mieux entrer. » Les salons étaient brillamment illuminés, les conseillers particuliers et les excellentes se marchaient pieds nus et portaient des plats en or. C'était quelque chose de très imposant. Il avait des souliers qui craquaient très fort, mais il ne se laissa pas impressionner. « C'est sûrement Caille, dit Gerda. Je sais qu'il avait des souliers neufs et je les entendais craquer dans la chambre de grand-maman. » Mais, plein d'assurance, il s'avança jusque devant la princesse qui était assise sur une perle grande comme une roue de rouet. Toutes les dames de la cour avaient leurs servantes et les servantes de leurs servantes, et tous les chevaliers avec leurs serviteurs et les serviteurs de leurs serviteurs, qui eux-mêmes avaient droit à un petit valet, se tenaient debout tout autour. Et plus ils étaient près de la porte, plus ils avaient l'air fiers. Le valet du domestique du premier serviteur, qui se promène toujours en pantoufles, on ose à peine le regarder tellement il a l'air fier, debout devant la porte. Mais est-ce que Caille a tout de même eu la princesse? Si je n'étais pas Corneille, je l'aurais prise. Il était décidé et charmant. Il n'était pas venu en prétendant, mais seulement pour juger de l'intelligence de la princesse. Et il la trouva remarquable. Et elle le trouva très bien aussi. C'était lui, c'était Caille, s'écria Gerda. Il était si intelligent, il savait calculer de tête
tête, même avec les chiffres décimaux. Oh, conduis-moi au château. C'est vite dit, répartit la corneille. Mais comment? J'en parlerai à ma fiancée apprivoisée. Elle saura nous conseiller. Car il faut bien que je te dise qu'une petite fille comme toi ne peut pas entrer là régulièrement. Si, j'irai, dit Gerda. Quand Kai entendra que je suis là, il sortira tout de suite pour venir me chercher. Attends-moi là, près de l'escalier. Elle secoua la tête et s'envola. Il faisait nuit lorsque la corneille revint. Quoi, fit-elle. Ma fiancée te fait dire 1000 choses, et voilà pour toi un petit pain qu'elle a pris à la cuisine. Ils ont assez de pain là-dedans, et tu dois avoir faim. Il est impossible que tu entres au château. Tu n'as pas de chaussures. Les gardes en argent et les laquais en or ne le permettraient pas. Mais ne pleure pas, tu vas tout de même y aller. Ma fiancée connaît un petit escalier dérobé qui conduit à la chambre à coucher, et elle sait où elle peut en prendre la clé. Alors, la corneille et Gerda s'en allèrent dans le jardin, dans les grandes allées où les feuilles tombaient l'une après l'autre, puis au château où les lumières s'éteignaient l'une après l'autre. Et la corneille conduisit Gerda jusqu'à une petite porte de derrière qui était entrebâillée. Oh, comme le cœur de Gerda battait d'inquiétude et de désir, comme si elle faisait quelque chose de mal. Et pourtant, elle voulait seulement savoir s'il s'agissait bien de Kai. Oui, ce ne pouvait être que lui. Elle pensait si intensément à ses yeux intelligents, à ses longs cheveux. Elle le voyait vraiment sourire, comme lorsqu'ils étaient à la maison sous les roses. Il serait sûrement content de la revoir, de savoir quel long chemin elle avait fait pour le retrouver. Les voilà dans les escaliers, où brûlait une petite lampe sur un buffet. Au milieu du parquet se tenait la corneille apprivoisée, qui tournait la tête de tous les côtés et considérait Gerda, laquelle fit une révérence comme grand-mère le lui avait appris. « Mon fiancé m'a dit tant de bien de vous, ma petite demoiselle, dit la corneille apprivoisée. Du reste, votre curriculum vitae, comme on dit, est si touchant. Voulez-vous tenir la lampe? Je marcherai devant. Nous irons tout droit. Ici, nous ne rencontrerons personne. » Il me semble que quelqu'un marche juste derrière nous, dit Gerda. Quelque chose passa près d'elle en bruissant. Sur les murs glissaient des ombres, chevaux aux crinières flottantes et aux jambes fines, jeunes chasseurs, cavaliers et cavalières. Rêve que tout cela, dit la corneille, ils viennent seulement orienter vers la chasse les rêves de nos princes. Nous pourrons d'autant mieux les contempler dans leur lit. Mais autre chose, si vous entrez en grâce et prenez de l'importance ici, vous montrerez-vous reconnaissante? Ne parlons pas de ça, dit la corneille dans la forêt. Ils entrèrent dans la petite salle tendue de satin rose à grandes fleurs. Les rêves les avaient dépassés et couraient si vite que Gerda ne put apercevoir les hauts personnages. Les salles se succédaient l'une plus belle que l'autre. On en était impressionné. Et ils arrivèrent à la chambre à coucher. Le plafond ressemblait à un grand palmier aux feuilles de verre précieux, et au milieu du parquet se trouvaient, accrochés à une tige d'or, 2 lits ressemblaient à des lys. L'un était blanc et la princesse y était couchée. L'autre était rouge, et c'est à celui-là que Gerda devait chercher le petit Kai. Elle écarta
Oh, s'écaille, cria-t-elle tout haut en élevant la lampe vers lui. Les rêves à cheval bruissaient dans la chambre. Il s'éveilla, et ce n'était pas le petit Caille. Le prince ne lui ressemblait que par la nuque, mais il était jeune et beau. Alors, la petite Gerda se mit à pleurer. Elle raconta toute son histoire et ce que les corneilles avaient fait pour l'aider. « Pauvre petite !» s'exclamèrent le prince et la princesse. Ils louèrent grandement les corneilles, déclarant qu'ils n'étaient pas du tout fâchés, mais qu'elles ne devaient tout de même pas recommencer. Cependant, ils voulaient leur donner une récompense. « Voulez-vous voler librement ?» demanda la princesse. « Ou voulez-vous avoir les charges de corneilles de la cour ayant droit à tous les déchets de la cuisine ?» Les deux corneilles firent la révérence et demandèrent une charge fixe. Elles pensaient à leur vieillesse et qu'il est toujours bon d'avoir quelque chose de sûr pour ces vieux jours. Le prince se leva de son lit et permit à Gerda d'y dormir. Il ne pouvait vraiment faire plus. Elle joignit ses petites mains et pensa: comme il y a des êtres humains et aussi des animaux qui sont bons. Là-dessus, elle ferma les yeux et s'endormit délicieusement. Tous les rêves voltigèrent à nouveau autour d'elle. Cette fois, ils avaient l'air d'anges du bon Dieu, et ils portaient un petit traîneau sur lequel était assis Caille, qui saluait. Mais tout ceci n'était que rêve et disparut dès qu'elle s'éveilla. Le lendemain, on la vêtit de la tête aux pieds de soie et de velours. Elle fut invitée à rester au château et à couler des jours heureux, mais elle demanda seulement une petite voiture attelée d'un cheval et une paire de petites bottines. Elle voulait repartir de par le monde pour retrouver Caille. On lui donna de petites bottines et un manchon. On l'habilla à ravir au moment de partir. Un carrosse d'or pur attendait devant la porte. La corneille de la forêt, mariée maintenant, les accompagna pendant 3 lieues, assise à côté de la petite fille, car elle ne pouvait supporter de rouler à reculons. La deuxième corneille, debout à la porte, battait des ailes, souffrant d'un grand mal de tête pour avoir trop mangé depuis qu'elle avait obtenu un poste fixe. Elle ne pouvait les accompagner. Le carrosse était bourré de craquelins sucrés, de fruits et de pain d'épices. « Adieu, adieu !» criaient le prince et la princesse. Gerda pleurait, la corneille pleurait. Les premières lieues passèrent ainsi. Puis la corneille fit aussi ses adieux, et ce fut la plus dure séparation. Elle vola dans un arbre et battit de ses ailes noires aussi longtemps que fut en vue la voiture qui rayonnait comme le soleil lui-même. 5e histoire. La petite fille et les brigands. On roulait à travers la sombre forêt et le carrosse luisait comme un flambeau. Des brigands qui se trouvaient là en eurent les yeux blessés. Ils ne pouvaient le supporter. « de l'or !» criait-il. S'élançant à la tête des chevaux, ils massacrèrent les petits postillons, le cocher et les valets, et tirèrent la petite Gerda hors de la voiture. « Elle est grassouillette, elle est mignonne et nourrie d'amandes, » dit la vieille brigande qui avait une longue barbe broussailleuse et des sourcils qui lui tombaient sur les yeux. « C'est joli comme un petit agneau gras, ce sera délicieux à manger. »
Elle tira son grand couteau et il luisait d'une façon terrifiante. « Aïe !» criait en même temps cette mégère. Sa propre petite fille qu'elle portait sur le dos et qui était sauvage et mal élevée à souhait, venait de la mordre à l'oreille. « Sale petite !» fit la mère. Elle n'eut pas le temps de tuer Gerda, sa petite fille lui dit « Elle jouera avec moi, elle me donne son manchon, sa jolie robe, et je la lui laisserai coucher dans mon lit. » Elle mordit de nouveau sa mère, qui se débattait et se tournait de tous les côtés. Les brigands riaient. « Voyez comme elle danse avec sa petite !»« Je veux monter dans le carrosse, » dit la petite fille des brigands. Et il fallut en passer par où elle voulait. Elle était si gâtée et si difficile. Elle s'assit auprès de Gerda, et la voiture repartit par-dessus les souches et les broussailles, plus profondément encore dans la forêt. La fille des brigands était de la taille de Gerda, mais plus forte, plus large d'épaules. Elle avait le teint sombre et des yeux noirs presque tristes. Elle prit Gerda par la taille, disant « Ils ne te tueront pas tant que je ne serai pas fâchée avec toi. Tu es seulement une princesse. »« Non, » répondit Gerda. Et elle lui raconta tout ce qui lui était arrivé et combien elle aimait le petit Caille. La fille des brigands la regardait d'un air sérieux. Elle fit un signe de la tête. Elle essuya les yeux de Gerda et mit ses deux mains dans le manchon. Qu'il était doux. Le carrosse s'arrêta. Elles étaient au milieu de la cour d'un château de brigands. Tout lézardé du haut en bas, des corbeaux, des corneilles s'envolaient de tous les trous et les grands bulldogs, qui avaient chacun l'air capable d'avaler un homme, bondissaient, mais n'aboyaient pas. Cela leur était défendu. Dans la grande vieille salle noire de suie, brûlait sur le dallage de pierre un grand feu. La fumée montait vers le plafond et cherchait une issue. Une grande marmite de soupe bouillait et sur des broches rôtissaient lièvres et lapins. « Tu vas dormir avec moi et tous mes petits animaux préférés, » dit la fille des brigands. Après avoir bu et mangé, elles allèrent dans un coin où il y avait de la paille et des couvertures. Au-dessus, sur des lattes et des barreaux, se tenaient une centaine de pigeons qui avaient tous l'air de dormir. Mais ils tournèrent un peu la tête à l'arrivée des fillettes. « Ils sont tous à moi, » dit la petite fille des brigands. Elle attrapa un des plus proches, le tint par les pattes. « Embrasse-la » crie-t-elle en le claquant à la figure de Gerda. « Et voilà toutes les corneilles de la forêt, » continua-t-elle, en montrant une quantité de barreaux masquant un trou très haut dans le mur. « Ce sont les corneilles de la forêt, ces deux-là. Ils s'envolent tout de suite si on ne les enferme pas bien. Et voici le plus chéri, mon vieux B. » Elle tira par une corne un renne qui portait un anneau de cuivre poli autour du cou et qui était attaché. « Il faut aussi l'avoir à la chaîne, celui-là, sans quoi il bondit et s'en va. Tous les soirs, je lui caresse le cou avec mon couteau aiguisé. Il en a une peur terrible, » ajouta-t-elle. Elle prit un couteau dans une fente du mur et le fit glisser sur le cou du pauvre renne qui ruait. Mais la fille des brigands ne faisait qu'en rire. Elle entraîna Gerda vers le lit. « Est-ce que tu le gardes près de toi pour dormir ?» demanda Gerda. « Je dors toujours avec un couteau, » dit la petite fille des brigands. « On ne sait jamais ce qui peut arriver, mais répète-moi ce que tu me racontais de Caille. » Tandis que la petite Gerda racontait, les pigeons de la forêt roucoulaient là-haut dans leur cage. Les autres pigeons dormaient. La fille des brigands dormait et ronflait.
placé autour du cou de Gerda et le couteau dans l'autre. Mais Gerda ne put fermer l'œil, ne sachant si elle allait vivre ou mourir. Alors, les pigeons de la forêt dirent « Crou, crou. Nous avons vu le petit Caille. Une poule blanche portait son traîneau. Il était ici dans celui de la Reine des Neiges, qui volait bas au-dessus de la forêt. Nous étions dans notre nid. La reine a soufflé, mais tous les jeunes et tous sont morts, sauf nous deux. Crou, crou. Que dites-vous là? Que dites-vous là-haut? Cria Gerda. Où la Reine des Neiges est-elle partie? Elle allait sûrement vers la Laponie, où il y a toujours de la neige et de la glace. Demande aux reines qui est attachée à la corde. Il y a de la glace et de la neige. C'est agréable et bon, dit le renne. Là, on peut sauter libre dans les grandes plaines brillantes. C'est là que la Reine des Neiges a sa tente d'été, mais son véritable château est près du pôle Nord, sur une île appelée Spitzberg. Oh, mon Caille, mon petit Caille, soupira Gerda. Si tu ne te tiens pas tranquille, dit la petite fille des brigands, à demi réveillée, je te plante le couteau dans le ventre. Au matin, Gerda raconta à la fillette ce que les pigeons, le renne, lui avaient dit, et la fille des brigands avait un air très sérieux. Elle disait « Ça m'est égal, ça m'est égal. » « Sais-tu où est la Laponie ?» demanda-t-elle au renne. « Qui pourrait le savoir mieux que moi ?» répondit l'animal dont les yeux étincelèrent. « C'est là que je suis née, que j'ai joué et bondi sur les champs enneigés. »« Écoute, dit la petite fille des brigands à Gerda. « Écoute, dit la fille des brigands à Gerda. Tu vois maintenant que tous les hommes sont partis, la mer est toujours là, et elle restera. Mais bientôt, elle va se mettre à boire à même cette grande bouteille là-bas, et elle se paiera ensuite un petit somme supplémentaire. Alors, je ferai quelque chose pour toi. » Lorsque la mère eut bu la bouteille et se fut rendormie, la fille des brigands alla vers le renne et lui dit « Cela m'aurait amusé de te chatouiller encore souvent le cou avec mon couteau aiguisé, car tu es si amusant quand t'as peur. Mais tant pis, je vais te détacher et t'aider à sortir pour que tu puisses courir jusqu'en Laponie. Mais il faudra prendre tes jambes à ton cou et m'apporter cette petite fille au château de la Reine des Neiges, où est son camarade de jeu. T'as sûrement entendu ce qu'elle a raconté. Elle parlait assez fort et tu es toujours à écouter. » Le renne sauta en l'air de joie. La fille des brigands souleva Gerda et prit la précaution de l'attacher fermement sur le dos de la bête. Elle la fit même asseoir sur un petit coussin. « Ça m'est égal, dit-elle. Prends tes bottines fourrées car il fera froid. Mais le manchon, je le garde, il est trop joli. Et comme je ne veux pas que tu aies froid, voilà les immenses moufles de ma mère. Elles te montreront jusqu'au coude. Fourre-moi tes mains là-dedans. Et voilà, par les mains tu ressembles à mon affreuse mère. » Gerda pleurait de joie. « Assez de pleurnicherie, je n'aime pas ça. Tu devrais avoir l'air contente, au contraire. Voilà 2 pains et un jambon. Tu ne souffriras pas de la faim. » Elle attacha les 2 choses sur le renne, ouvrit la porte, enferma les grands chiens, puis elle coupa avec son couteau la corde du renne et lui dit « Va maintenant, cours, mais fais bien attention à la petite fille. » Gerda tendit ses mains gantées des immenses moufles vers la fille des brigands pour dire adieu, et le renne détala par-dessus les buissons et les souches, à travers la grande forêt, par les marais et par la steppe. Il courait tant qu'il pouvait. Les loups hurlaient, les corbeaux croissaient, le ciel faisait
comme s'il éternuait rouge. C'est la chère vieille aurore boréale, dit le renne. Regarde cette lumière. Et il courait, de jour et de nuit. On mangea les pains et le jambon aussi. Et ils arrivèrent en Laponie. 6e histoire. La femme lapone et la finnoise. Ils s'arrêtèrent près d'une petite maison très misérable. Le toit descendait jusqu'à terre et la porte était si basse que la famille devait ramper sur le ventre pour y entrer. Il n'y avait personne au logis, qu'une vieille femme lapone qui faisait cuire du poisson sur une lampe à huile de foie de morue. Le renne lui raconta toute l'histoire de Gerda, mais d'abord la sienne, qui semblait être beaucoup plus importante. Et Gerda était si transie de froid qu'elle ne pouvait pas parler. « Hélas, pauvre de vous, s'écria la femme, vous avez encore beaucoup à parcourir, au moins 100 lieues encore pour atteindre le Finnmark. C'est là qu'est la maison de campagne de la Reine des Neiges, et les aurores boréales s'y allument chaque soir. Je vais vous écrire un mot sur un morceau de morue. Je n'ai pas de papier. Et vous le porterez à la femme finnoise là-haut. Elle vous renseignera mieux que moi. » Lorsque Gerda fut un peu réchauffée, quand elle eut bu et mangé, la femme lapone écrivit quelques mots sur un morceau de morue séchée, recommanda à Gerda d'y faire bien attention, attacha de nouveau la petite fille sur le renne et en route. Entendait-on dans l'air, la plus jolie lumière bleue brûlait là-haut. Ils arrivèrent au Finnmark et frappèrent à la cheminée de la finnoise, car là, il n'y avait même pas de porte. Quelle chaleur dans cette maison! La finnoise y était presque nue, petite et malpropre. Elle défit rapidement les vêtements de Gerda, lui enleva les moufles et les bottines pour qu'elle n'ait pas trop chaud, mit un morceau de glace sur la tête du renne et commença à lire ce qui était écrit sur la morue séchée. Elle lut et relut 3 fois. Ensuite, comme elle le savait par cœur, elle mit le morceau de poisson à cuire dans la marmite. C'était bon à manger et elle ne gaspillait jamais rien. Le renne raconta d'abord sa propre histoire, puis celle de Gerda. La finnoise clignait de ses yeux intelligents, mais ne disait rien. « Tu es très remarquable, dit le renne. Je sais que tu peux attacher tous les vents du monde avec un simple fil à coudre. Si le marin défait un nœud, il a un bon vent. S'il défait un second nœud, il vente fort. Et s'il défait le 3e et le 4e, la tempête est si terrible que les arbres des forêts s'en renversent. Ne veux-tu pas donner à cette petite fille un breuvage qui lui assure la force de 12 hommes et lui permettre de vaincre la Reine des Neiges ? » « La force de 12 hommes, dit la finnoise. Oui, ça suffira bien. » Elle alla vers une tablette et prit une grande peau roulée, la déroula. D'étranges lettres y étaient gravées. La finnoise les lisait et des gouttes de sueur tombaient sur son front. Le renne la pria encore si fort pour Gerda, et la petite la regarda avec des yeux si suppliants, si pleins de larmes, que la finnoise se remit à cligner des siens. Elle attira le renne dans un coin et lui murmura quelque chose tout en lui mettant de la glace fraîche sur la tête. Le petit Caille est en effet chez la Reine des Neiges, et il y est
seulement ce qui se trouve là dans le lieu le meilleur du monde, mais tout ceci vient de ce qu'il a reçu, un éclat de verre dans le cœur et une poussière de fer dans l'œil. Il faut que ce ver soit extirpé, sinon il ne deviendra jamais un homme, et la Reine des Neiges conservera son pouvoir sur lui. Mais ne peux-tu faire prendre à Gerda un breuvage qui lui donnerait un pouvoir magique sur tout cela? Je ne peux pas lui donner un pouvoir plus grand que celui qu'elle a déjà. Ne vois-tu pas comme il est grand? Ne vois-tu pas comme les hommes et les animaux sont forcés de le servir? Comment pieds nus elle a réussi à parcourir le monde? Ce n'est pas pour nous qu'elle peut gagner son pouvoir qui réside dans son cœur d'enfant innocente et gentille. Si elle ne veut pas par elle-même entrer chez la Reine des Neiges et arracher les morceaux de verre du cœur et des yeux de Caille, nous ne pouvons l'aider. Le jardin de la Reine commence à 2 lieues d'ici. Conduis la petite fille jusque-là. Fais-la descendre près du buisson qui, dans la neige, porte des baies rouges. Ne tiens pas de parlottes inutiles et reviens au plus vite. Ensuite, la femme finnoise souleva Gerda et la replaça sur le dos du renne qui repartit à toute allure. « Oh, je n'ai pas mes bottines, je n'ai pas mes moufles !» criait la petite Gerda s'en apercevant dans le froid cuisant. Le renne n'osait pas s'arrêter. Il courait, il courait. Enfin, il arriva au grand buisson qui portait des baies rouges. Là, il mit Gerda à terre, l'embrassa sur la bouche. De grandes larmes brillantes roulaient le long des joues de l'animal, et il se remit à courir, aussi vite que possible pour s'en retourner. Et voilà la pauvre Gerda, sans chaussures, sans gants, dans le terrible froid du Finnmark. Elle se mit à courir en avant aussi vite que possible, mais un régiment de flocons de neige venait à sa rencontre. Ils ne tombaient pas du ciel qui était parfaitement clair et où brillait l'aurore boréale. Ils couraient sur la terre, et à mesure qu'ils s'approchaient, ils devenaient de plus en plus grands. Gerda se rappelait combien ils étaient grands et bien faits le jour où elle les avait regardés à travers la loupe. Mais ici, ils étaient encore plus grands, effrayants, vivants, l'avant-garde de la Reine des Neiges. Ils prenaient les formes les plus bizarres, quelques-uns avaient l'air de grands hérissons affreux, d'autres semblaient des nœuds de serpents avançant leur tête, d'autres ressemblaient à de gros petits ours aux poils luisants. Ils étaient tous d'une éclatante blancheur. Alors la petite Gerda se mit à dire sa prière. Le froid était si intense que son haleine sortait de sa bouche comme une vraie fumée. Cette haleine devint de plus en plus dense et se transforma en petits anges lumineux qui grandissaient de plus en plus en touchant la terre. Ils avaient tous deux des casques sur la tête, une lance et un bouclier dans les mains, et ils étaient de plus en plus nombreux. Lorsque Gerda eut fini sa prière, ils formaient une légion autour d'elle. Ils combattaient de leurs lances les flocons de neige et les faisaient éclater en 1000 morceaux, et la petite Gerda s'avança d'un pas assuré, intrépide. Les anges lui tapotaient les pieds et les mains. Elle ne sentait plus le froid et marchait rapidement vers le château. Maintenant, il nous faut d'abord voir comment était Caille. Il ne pensait absolument pas à la petite Gerda, et encore moins qu'elle pût être là, devant le château. 7e histoire. Ce qui s'était passé au château de la Reine des Neiges et ce qui eut lieu par la suite. Les murs du château étaient faits de neige pulvérisée.
les fenêtres et les portes de vent coupant. Il y avait plus de 100 salles formées par des tourbillons de neige. La plus grande s'étendait sur plusieurs lieues. Toutes étaient éclairées de magnifiques aurores boréales. Elles étaient grandes, vides, glacialement froides et étincelantes. Aucune gaieté ici, pas le plus petit bal d'ours où le vent aurait pu souffler, et les ours blancs marchaient sur leurs pattes de derrière en prenant des airs distingués. Pas la moindre partie de cartes amenant des disputes et des coups. Pas la moindre invitation au café de ces demoiselles, les renardes blanches. Les salons de la Reine des Neiges étaient vides, grands et glacés. Les aurores boréales luisaient si vivement et si exactement que l'on pouvait prévoir le moment où elles seraient à leur apogée, et celui où, au contraire, elles seraient à leur décrue la plus marquée. Au milieu de ces salles neigeuses, vides et sans fin, il y avait un lac gelé dont la glace était brisée en 1000 morceaux. Mais en morceaux si identiques les uns aux autres que c'était une véritable merveille. Au centre trônait la Reine des Neiges quand elle était à la maison. Elle disait qu'elle siégerait là sur le miroir de la raison, l'unique et le meilleur au monde. Le petit Caille était bleu de froid, même presque noir. Mais il ne le remarquait pas. Un baiser de la reine lui avait enlevé la possibilité de sentir le frisson du froid, et son cœur était un bloc de glace, ou tout comme. Il cherchait à droite et à gauche quelques morceaux de glace plats et coupants qu'il disposait de 1000 manières. Il voulait obtenir quelque chose comme nous autres lorsque nous voulons obtenir une image en assemblant de petites plaques de bois découpées, ce que nous appelons jeu chinois ou puzzle. Lui aussi voulait former des figures, et les plus compliquées, ce qu'il appelait le jeu de la glace de la raison, qui prenait à ses yeux une très grande importance, par suite de l'éclat de verre qu'il avait dans l'œil. Il formait avec ces morceaux de glace un mot, mais n'arrivait jamais à obtenir le mot exact qu'il aurait voulu, le mot éternité. La Reine des Neiges lui avait dit: si tu arrives à former ce mot, tu deviendras ton propre maître. Je t'offrirai le monde entier et une paire de nouveaux patins. Mais il n'y arrivait pas. Maintenant, je vais m'envoler vers les pays chauds, dit la reine. Je veux jeter un coup d'œil dans les marmites noires. Elle parlait des volcans qui crachent le feu, l'Etna et le Vésuve. Je vais les blanchir. Un peu de neige, cela fait partie du voyage et fait très bon effet sur les citronniers et les vignes. Elle s'envola, et Caille resta seul dans les immenses salles vides. Il regardait les morceaux de glace et réfléchissait. Il réfléchissait si intensément que tout craquait en lui. Assis, là, raide, immobile, on aurait pu le croire mort, gelé. Et c'est à ce moment que la petite Gerda entra dans le château par le grand portail fait de vents aigus. Elle récita sa prière du soir et le vent s'apaisa comme s'il allait s'endormir. Elle entra dans la grande salle vide et glacée. Alors elle vit Caille, elle le reconnut, elle lui sauta au cou,
le teint serré contre elle, et elle cria: « Kai, mon gentil Kai, je te retrouve enfin. » Mais lui restait immobile, raide et froid. Alors Gerda pleura de chaudes larmes qui tombèrent sur la poitrine du petit garçon, pénétrèrent jusqu'à son cœur, firent fondre le bloc de glace, entraînant l'éclat de verre qui se trouvait là. Il la regarda. Elle chantait le psaume. Les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler. Alors Kai éclata en sanglots. Il pleura si fort que la poussière de glace coula hors de son œil. Il reconnut Gerda et cria débordant de joie: « Gerda, chère Gerda, où es-tu restée si longtemps? Où ai-je été moi-même ?» Il regarda alentour. « Qu'il fait froid ici, que tout est vide et grand !» Il se serrait contre sa petite amie qui riait et pleurait de joie. Un infini bonheur s'épanouissait. Les morceaux de glace eux-mêmes dansaient de plaisir, et lorsque les enfants s'arrêtèrent, fatigués, ils formaient justement le mot que la Reine des Neiges avait dit à Kai de composer: éternité. Il devenait donc son propre maître. Elle devait lui donner le monde et une paire de patins neufs. Gerda lui baisa les joues et elle devint rose. Elle baisa ses yeux et ils brillèrent comme les siens. Elle baisa ses mains et ses pieds et il redevint satin et fort. La Reine des Neiges pouvait rentrer. La lettre de franchise de Kai était là, écrite dans les morceaux de glace étincelante. Éternité. Alors les deux enfants se prirent par la main et sortirent du grand château. Ils parlaient de grand-mère et des rosiers sur le toit. Les vents s'apaisaient, le soleil se montrait. Ils atteignirent le buisson aux baies rouges. Le renne était là et les attendait. Il avait avec lui une jeune femelle dont le pis était plein. Elle donna aux enfants son lait chaud et les baisa sur la bouche. Les deux animaux portèrent Kai et Gerda d'abord chez la femme finnoise, où ils se réchauffèrent dans sa chambre, et qui leur donna des indications pour le voyage de retour. Puis chez la femme Lapone, qui leur avait cousu des vêtements neufs et avait préparé son traîneau. Les deux reines bondissaient à côté d'eux, tandis qu'ils glissaient sur le traîneau. Ils les accompagnèrent jusqu'à la frontière du pays où se montraient les premières verdures. Là, ils firent leurs adieux aux reines et à la femme Lapone. « Adieu, adieu !» dirent-ils tous. Les petits oiseaux se mirent à gazouiller. La forêt était pleine de pousses vertes. Et voilà que s'avançait vers eux, sur un magnifique cheval que Gerda reconnut aussitôt, il avait été ételé devant le carrosse d'or. Une jeune fille portant un bonnet rouge et tenant des pistolets devant elle. C'était la petite fille du brigand qui s'ennuyait à la maison et voulait voyager. D'abord vers le nord, ensuite ailleurs, si le nord ne lui plaisait pas. « Tu t'y entends à faire trotter le monde, » dit-elle au petit Kai. « Je me demande si tu vaux la peine qu'on court au bout du monde pour te chercher. » Gerda lui caressa les joues et demanda des nouvelles du prince et de la princesse. « Ils sont partis à l'étranger, » dit la fille des brigands. « Et la corneille ?» demanda Gerda. « La corneille est morte. La corneille est morte, » répondit-elle. Sa chérie apprivoisée est veuve et porte un bout de laine noire à la patte. Elle se plaint lamentablement. Quelle bêtise. Mais raconte-moi ce qui t'est arrivé et comment tu l'as retrouvée. Gerda et Kai racontaient tous les deux en même temps. Et patati, et patata,
dit la fille des brigands. Elle leur serra la main, à tous les deux, et promit, si elle traversait leur ville, d'aller leur rendre visite. Et puis, elle partit dans le vaste monde. Kay et Gerda allaient la main dans la main, et tandis qu'ils marchaient, un printemps délicieux plein de fleurs et de verdure les enveloppait. Les cloches sonnaient, ils reconnaissaient les hautes tours, la grande ville où ils habitaient. Ils allèrent à la porte de grand-mère, montèrent l'escalier, entrèrent dans la chambre où tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait tic-tac, les aiguilles tournaient, mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'elles étaient devenues des grandes personnes. Les rosiers dans la gouttière étendaient leurs fleurs à travers les fenêtres ouvertes. Leurs petites chaises d'enfants étaient là. Kay et Gerda s'assirent chacun sur la sienne, en se tenant toujours la main. Ils avaient oublié, comme on oublie un rêve pénible, les splendeurs vides du château, de la reine, des neiges. Grand-mère était assise dans le clair soleil de Dieu et lisait la Bible à voix haute. Si vous n'êtes pas semblable à des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Kay et Gerda se regardèrent dans les yeux et comprirent d'un coup le vieux psaume. Les roses poussent dans les vallées où l'enfant Jésus vient nous parler. Ils étaient assis, là, tous les deux, adultes et cependant